Nouvelle édition de Quid et aujourd'hui Quid de la contre-offensive ukrainienne dans le conflit avec la Russie dont on entend parler depuis un petit moment maintenant. Elle se prépare et elle aurait pour point de départ la ville de Bakhmout dans laquelle actuellement on a une activité militaire très intense. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le général Dominique Trinquant. Bonjour, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Alors première question que j'avais envie de vous poser pour planter un petit peu le décor, quel est aujourd'hui le statu quo à Bakhmout ? Oui, bonjour. Alors, la ville de Bakhmout est l'objet d'une attaque depuis plusieurs mois de l'armée russe et singulièrement de la milice Wagner. Milice Wagner un peu seule au départ, puis renforcée par les appuis russes, et puis depuis quelques semaines renforcée par des régiments russes, en particulier des régiments parachutistes. Wagner se concentrant sur le centre de la ville, donc la partie habitée, et les unités parachutistes se déployant sur les ailes. Le but étant pour eux d'enfermer en fait les quelques forces ukrainiennes qui restaient dans la ville et de prendre la ville. Alors, je dis depuis plusieurs mois, parce que depuis plusieurs mois, Wagner progresse, mais progresse extrêmement lentement, à des pertes énormes. Et on pense qu'il y a deux stratégies. D'une part, de la part des Russes et de Wagner, la stratégie est naturellement d'emporter la victoire, c'est-à-dire de saisir Bakhmout et d'offrir ça comme une victoire donnée par la milice Wagner à la Russie, aux dépens des armées russes, au passage, et ce qui permettrait à M. Prigojine, le patron de Wagner, de se hisser à un bon niveau au plan politique. Du côté ukrainien, ils ont saisi l'occasion de cette concentration sur Bakhmout pour en fait obtenir deux effets. Le premier effet, c'est une guerre d'attrition, tuer le maximum d'opposants russes dans Wagner. Et je crois que de ce côté-là, ils ont assez réussi, parce qu'on parle de plusieurs milliers de morts à Wagner du côté russe. Le deuxième point, c'est de créer un abcès de fixation. C'est-à-dire que les Russes voulaient absolument s'emparer et concentrer tous leurs efforts sur Bakhmout. Alors évidemment, on en parlait beaucoup sur les chaînes télévisées et radio, donc tout le monde s'y intéressait, mais je crois aussi que les Russes ont effectivement concentré beaucoup de moyens sur Bakhmout. Depuis 48 heures, 72 heures, la situation s'est un peu inversée. C'est-à-dire que Wagner, M. Prigojine, a annoncé qu'il manquait de munitions, qu'il n'était plus capable d'avancer, et que même les unités russes, en particulier qui étaient au nord de la ville, euh, s'étaient débandées d'une certaine façon, étaient parties. Nous avons eu des images en appui de cela, fournies par les Ukrainiens, qui montraient effectivement des tranchées abandonnées avec des morts dedans d'ailleurs, et donc des tranchées russes abandonnées. Donc voilà la situation au point où nous en sommes aujourd'hui. Et alors concernant la milice Wagner, justement, on a beaucoup entendu qu'il y avait une fissure entre les troupes de la milice Wagner et les troupes conventionnelles russes. Où est-ce que ça en est? Ça, aujourd'hui, on a également vu des vidéos de Prigojine insultant à l'égard de Vladimir Poutine. On aurait entendu même que la milice Wagner aurait pactisé avec Kiev. Alors est-ce que toutes ces informations sont véridiques ou alors est-ce que c'est plutôt des fake news qui cacheraient une stratégie de communication Alors écoutez, toutes les insultes là, elles sont réelles puisqu'on les a sur vidéo. Donc Monsieur Prigojine, faut le rappeler, c'est un mafieux, un voyou qui a été en prison, qui a monté une société de sécurité privée, qui a eu un certain succès en Libye, au Mali, en République centrafricaine, où il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent en particulier par les mines de diamants en Centrafrique, l'or au Mali et le pétrole en Libye. En revanche, en Ukraine, il perd de l'argent. Mais il a misé cet argent pour essayer de se faire une vision politique. Il est très proche du président Poutine, mais très éloigné de Shoigu, le ministre de la Défense, ou Gerasimov, pardon, le chef d'état-major des armées. Donc il les insulte à tout va. Le président Poutine, c'est un peu plus délicat. Il l'a pas appelé par son nom. Il a appelé le grand-père, qui était le surnom qui lui était donné pendant la crise Covid. Donc effectivement, il y a une scission entre l'armée russe et Prigojine. Et cette scission est ouverte sur les médias. Et aujourd'hui, alors les bruits ont couru sur cette trahison. Qu'il ait eu des contacts avec les Ukrainiens, ça ne me surprend pas trop. Qu'il ait voulu trahir complètement, ça me surprend un peu plus. Et je pense qu'il peut y avoir une manipulation, soit de la part des Ukrainiens, soit de la part des Américains, puisque c'est eux qui l'ont révélé, soit une manipulation de la part de l'armée russe, qui, en voulant à Prigojine, essaye d'enfoncer le coin entre le président Poutine et Prigojine. Mais Prigojine est toujours là, est toujours vivant,
Donc on peut penser qu'il est toujours, d'une certaine façon, soutenu par le président Poutine, parce que ça permet d'essayer d'exciter l'armée russe, qui est assez passive. Mhm. Pour revenir à la contre-offensive ukrainienne, dont on entend parler maintenant depuis quand même un petit moment, qu'est-ce qu'attendent en fait les Ukrainiens? Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui avant de lancer cette fameuse contre-offensive? Alors, je vais parler d'abord de l'offensive prévue et puis ensuite de l'opportunité peut-être de Bakhmut. Alors, l'offensive ukrainienne, elle est effectivement préparée depuis longtemps. Il lui fallait des nouveaux véhicules blindés, des munitions et du carburant qui allaient avec, des personnels formés, et tout ceci a été réuni puisqu'il y a à peu près 60 000 hommes qui sont prêts dans des nouveaux équipements pour lancer une offensive. Le plan de renseignement est là aussi fourni beaucoup par les Occidentaux, mais aussi beaucoup fourni par les renseignements ukrainiens qui sont infiltrés dans les territoires occupés. Donc, qu'est-ce qui manquait? La météorologie. Il manquait que le temps soit au beau et que les véhicules blindés puissent se déployer hors de la boue qui règne en Ukraine au printemps, ce qu'on appelle la fameuse Rasputitsa. Donc, on peut dire qu'à peu près tous les éléments sont réunis. Maintenant, les Russes, l'armée russe n'est pas complètement manchot. Elle a des éléments aussi. Elle a frappé depuis plusieurs jours sur des dépôts logistiques et des PC ukrainiens. A-t-elle marqué des coups? Je ne sais pas. Évidemment, le secret règne autour de ça, mais ça peut retarder l'opération. Mais où, quand, comment aura lieu cette opération? On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est un grand secret. On sait que ça se prépare. Dans quelques semaines, dans un mois, on ne sait pas. En revanche, de mon point de vue, mais c'est un point de vue très personnel, les Russes se sont préparés sur toute la ligne de front. Ils ont mis des mines, ils ont mis des dents de dragon, vous savez, les fameux cônes en béton, des barbelés, des tranchées, sur 30 kilomètres, des positions extrêmement préparées. Le seul endroit où ça n'est pas préparé, c'est à Bakhmut. Parce qu'à Bakhmut, ils espéraient avancer, ils espéraient progresser. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas de défense à Bakhmut. Et si l'armée russe venait à décrocher de Bakhmut, ça pourrait être une opportunité pour l'armée ukrainienne, alors que je pense qu'elle n'avait pas prévu au départ, de lancer une offensive dans ce coin où il n'y a pas de défense préparée et où elle pourrait rentrer peut-être plus facilement si elle lançait 2 brigades blindées, par exemple, appuyées dans cette zone-là. Mais je le répète, c'est une appréciation personnelle. L'armée ukrainienne a bien sûr ses propres plans et ne me demande pas son avis. Et alors, qu'est-ce que cette contre-offensive, si elle a véritablement lieu, enfin le jour où elle aura lieu, si elle est réussie de la part des Ukrainiens, qu'est-ce que ça changera dans le cours de cette guerre? Écoutez, je pense que les Ukrainiens, s'ils arrivent à lancer leurs 60 000 hommes en offensive, à percer la défense russe et à passer derrière la défense russe, parce que la ligne russe est assez figée, hein, la ligne de défense, il y a probablement des réserves russes aussi, qu'ils arrivent à neutraliser. Ceci pourrait chambouler complètement le dispositif russe et l'armée russe, qui est dans une situation difficile, pourrait, je me rappelle toujours les pages de Napoléon dans Waterloo, qui disait qu'une armée qui avait vaincu la terre, d'un seul coup, était prise de panique. C'est une possibilité. Et cette panique pourrait aller jusqu'au Kremlin. Très bien, bah écoutez, merci Général pour ces réponses. Je le rappelle, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Quid sur Sud TV.